La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et l'espoir, mais quand je me suis réveillé, c'était juste de l'antiseptique. Mes yeux se sont ouverts sur un plafond blanc stérile, du genre qui donne l'impression de n'être nulle part. J'étais resté debout toute la nuit en lui tenant la main, à travers les cris et les larmes, à regarder notre fils venir au monde. Son petit cri avait rempli la pièce et je riais épuisé, pensant que c'était le début de tout. Mais maintenant le berceau à côté du lit était vide. Pas de couverture, pas de petit chapeau, pas de bébé. J'ai redressé mon cœur en faisant un lent bruit sourd contre mes côtes. La chaise où elle se trouvait était vide aussi. Pas de sac, pas de veste, rien, juste une blouse d'hôpital pliée sur le siège comme si elle n'y avait jamais été du tout. Je l'ai appelée Alissa, doucement au début, pensant qu'elle était peut-être dans la salle de bain. Pas de réponse. J'ai balancé mes jambes hors du lit, ignorant la douleur dans mon dos, et j'ai vérifié le couloir. Des infirmières passaient en toute hâte, mais aucune n'était-elle. J'ai attrapé mon téléphone sur la table d'appoint. Pas de message, pas d'appel manqué, juste une photo de nous du mois dernier, elle souriant avec cette lueur, moi avec mon bras autour d'elle, nous deux ayant l'air d'avoir tout compris. J'ai composé son numéro directement sur la messagerie vocale. Mon estomac se tordit, pas encore de panique, mais quelque chose qui s'en rapproche. Peut-être qu'elle a emmené le bébé pour un examen. Je me suis dirigé vers le poste d'infirmière, ma chaussette glissant sur le sol froid. La femme derrière le bureau leva les yeux, son visage gentil mais fatigué. J'ai posé des questions sur ma femme, mon fils. Ses doigts tapèrent sur le clavier, puis elle fronça les sourcils. Elle est partie il y a quelques heures. Elle a dit comme si de rien n'était, a dit qu'elle se sentait bien et a ramené le bébé à la maison. À la maison, nous n'avions pas parlé de partir. J'ai dormi ici pendant la plus longue nuit de ma vie. Le retour à chez nous était flou. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil au siège d'auto vide à l'arrière, celui que nous avions choisi ensemble au magasin, en discutant sur les couleurs, comme si c'était la plus grande décision que nous ayons jamais prise. La maison était calme quand je suis arrivé, trop calme. La porte de la chambre de bébé était ouverte, le berceau intact, le petit ours en peluche que j'avais acheté toujours posé sur l'étagère. Je l'ai encore appelé, plus fort cette fois, ma voix rebondissant sur les murs, rien. J'ai vérifié chaque pièce, chaque placard, même le garage, comme si elle se cachait quelque part en train de jouer une blague cruelle. Mais la vérité s'installait lourdement et froidement. Elle était partie. Notre fils était parti. Pas de notes, pas de texte, pas d'explication, juste moi debout dans une maison. Cela ne me ressemblait plus. J'ai appelé la police cet après-midi. L'officier qui est venu était poli mais sceptique, griffonnant des notes pendant que j'essayais d'expliquer que ma femme ne partirait pas. Parfois les nouvelles mamans sont dépassées, il a dit, comme si c'était censé avoir du sens. Je lui ai montré les papiers de sortie de l'hôpital, ceux que j'avais trouvés froissés dans la poubelle. Il a promis de déposer un rapport de personne disparue, mais m'a prévenu que cela n'irait peut-être pas loin. Elle était une adulte, après tout, et elle avait pris le bébé légalement. Légalement, le mot me restait dans la gorge comme un os. J'ai passé les jours suivants à appeler des hôpitaux, des amis, ses collègues, tous ceux qui pourraient savoir quelque chose. Personne ne l'a fait. Son téléphone est resté éteint. Ses réseaux sociaux étaient silencieux. C'était comme si elle avait disparu dans les airs et que je me retrouvais à poursuivre un fantôme. Des semaines s'éternisaient, chacune plus lourde que la précédente. J'ai arrêté de dormir. J'ai arrêté de manger beaucoup. La crèche est restée intacte, un musée de ce qui aurait pu être. Ma voisine, Priya, a commencé à venir, m'apportant du café et me forçant à parler. Elle avait été infirmière autrefois, savait comment fonctionnaient les hôpitaux et elle n'édulcorait pas les choses. Elle n'a pas simplement disparu, a-t-elle dit un soir, assise sur mon canapé avec un ordinateur portable ouvert. Les gens ne disparaissent pas comme ça à moins qu'ils ne le veuillent. Je ne voulais pas y croire, mais les preuves s'accumulaient. Les vêtements d'Alissa n'étaient plus dans le placard. Sa tasse préférée n'était pas dans l'évier. Des petites choses que je n'avais pas remarquées au début, des choses qui disaient qu'elle avait planifié ça. Puis la lettre arriva. C'était dans une enveloppe blanche et impeccable. Le genre d'avocat qu'utilisent les mauvaises nouvelles pour donner un aspect professionnel. Je l'ai ouvert à la table de la cuisine, les mains tremblantes. C'était d'une avocate, une femme nommée Janelle Carvé, représentant Alissa. Les mots se confondaient. Pension alimentaire pour enfants, aide financière immédiate, garde de l'âme. Ma femme, qui était sortie sans rien dire, demandait maintenant de l'argent pour notre fils, que je n'avais pas revu depuis l'hôpital. Je l'ai lu 3 fois, en attendant qu'il ait un sens. Ce n'est pas le cas. J'ai appelé Priya et elle était là en 10 minutes, lisant la lettre par-dessus mon épaule. C'est audacieux, dit-elle d'une voix aiguë. Elle te quitte, prends ton enfant, et maintenant ça, je ne savais pas quoi dire. La colère était là, bien sûr, mais elle était enfouie sous quelque chose de plus profond.
peut-être une trahison, ou tout simplement une simple confusion. J'ai rencontré un gars nommé Silas le lendemain. Priya le connaissait, disait qu'il était bon en matière juridique, même s'il n'était pas vraiment avocat. Il avait une barbe et une façon de parler qui dissipaient le brouillard dans ma tête. Première chose qu'il a dite, penché par-dessus la table d'un restaurant, « Vous ne payez pas un centime tant que vous ne savez pas où est votre fils. » Il m'a dit de tout rassembler. Les relevés bancaires, les SMS, tout ce qui pourrait montrer ce qu'elle avait fait. Je ne savais pas par où commencer, mais j'ai quand même hoché la tête. Cette nuit-là, je me suis assis dans la chambre d'enfant à regarder le berceau vide. J'entendais encore son cri de cette première nuit, si petit mais si vivant. Je ne savais pas où il était, je ne savais pas s'il était en sécurité, mais je savais une chose, je n'allais pas la laisser gagner, pas comme ça. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser, à récupérer d'anciens emails, à vérifier les comptes que nous avions partagés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. L'hôpital, la lettre, le silence, tout commençait à ressembler à un puzzle et j'allais le résoudre pièce par pièce, peu importe le temps que cela prendrait. Le palais de justice sentait le vieux bois en désespoir de cause, le genre d'endroit où les rêves vont se faire écraser sous la paperasse. Je me suis assis sur un banc dur à l'extérieur de la salle d'audience, ma cravate étant trop serrée, ma paume moite contre le dossier sur mes genoux. Cela faisait des semaines depuis que la lettre était arrivée, des semaines depuis que j'avais appris qu'Alyssa était en vie et réclamait de l'argent, comme si elle n'avait pas détruit mon monde. Je ne l'avais pas vue depuis l'hôpital, je n'avais pas entendu sa voix, je n'avais même pas pris de photo de notre fils. Et maintenant j'étais ici, convoqué au tribunal de la famille, censé jouer le jeu qu'elle menait. Le couloir était froid, les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de notre tête, ce qui donnait l'impression que tout était un mauvais rêve. Les gens passaient, des avocats avec des porte-documents, des couples qui chuchotaient, un type en costume bon marché s'essuyant les yeux. J'ai gardé la tête baissée, essayant de me concentrer sur le son de ma propre respiration, sur tout ce qui pouvait empêcher la colère de déborder. Priya m'avait conduit ici, principalement parce qu'elle ne me faisait pas confiance pour tenir le coup par moi-même. Elle attendait sur le parking, probablement en train de parcourir son téléphone, prête à me griller. À la seconde où je suis sorti. Ne la laisse pas entrer dans ta tête, avait-elle dit avant mon arrivée. Plus facile à dire qu'à faire, le dossier que j'avais entre les mains contenait tout ce que j'avais réussi à rassembler. Les relevés bancaires, les papiers de sortie de l'hôpital, une copie du rapport de la personne disparue. Ce n'était pas grand-chose, mais Silu m'avait dit de l'apporter quand même. Les juges aiment le papier, avait-il dit hier autour d'un café, peu importe qu'il soit faible, cela montre que vous n'êtes pas simplement assis là. Je n'étais pas sûr de le croire, mais je n'avais rien d'autre à quoi m'accrocher. Le bailli m'a appelé et mon estomac s'est noué. Je me suis levé en lissant ma veste et je suis entré dans la salle d'audience. C'était plus petit que ce à quoi je m'attendais. Plus comme une salle de réunion que comme les scènes dramatiques que l'on voit à la télévision. Le banc du juge se dressait devant, vide pour l'instant. Quelques personnes étaient assises éparpillées sur les bancs, un employé tapant à la machine, quelques avocats ressemblant à un conseil d'administration, et puis elle était là, Alyssa. Elle était assise à une table à gauche, les cheveux tirés en arrière, le visage calme, comme si elle attendait un rendez-vous chez le dentiste. Elle ne m'a pas regardé, pas même un regard. Elle portait un blazer sombre, le genre qu'on achète pour avoir l'air sérieux, et ses mains étaient soigneusement croisées devant elle. À côté d'elle se trouvait une femme en costume élégant, son avocate. Je devinais qu'il chuchotait, la tête proche, comme s'il partageait un secret. Ma poitrine se serra, mais je me forçai à marcher vers l'autre table où je serais assis seul. Aucun avocat pour l'instant n'avait dit que je n'en avais pas besoin pour cette audience, juste pour écouter et ne pas perdre mon sang-froid. Le juge entra, un homme aux cheveux gris et au visage qui semblait n'avoir pas souri depuis des années. Sa plaque signalétique indiquait le juge Relanquer. Tout le monde s'est levé, puis s'est assis et la pièce est devenue silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation. Le greffier a lu un numéro de dossier, puis l'avocat d'Alyssa s'est levé. Elle s'est présentée sous le nom de Janelle Carvé, sa voix douce et exercée, comme si elle l'avait fait 1000 fois. Elle a commencé à parler d'Alyssa, la qualifiant de mère dévouée qui n'avait pas eu le choix après une période postpartum difficile. Je regardais la table, la mâchoire serrée si fort que ça me faisait mal. Période postpartum difficile. Elle était sortie de l'hôpital sans un mot, avait emmené notre fils et avait disparu. Mais l'avocat a continué, dressant le portrait d'une mère en difficulté qui ne pouvait pas travailler et qui avait besoin de soutien pour offrir un foyer stable à son bébé. Elle a dit que je n'étais pas impliqué, que je n'avais pas réussi à intervenir. Chaque mot était un coup de poing. Mais je ne bougeais pas, je ne réagissais pas. Silu m'avait prévenu à ce sujet. Laissez-les parler, laissez-les penser qu'ils gagnent. Puis sont venus les chiffres. Janelle Carvé a glissé un document au juge énumérant ce qu'Alyssa voulait.
une pension alimentaire pour enfants commençant immédiatement, plus des arriérés de salaire pour les mois écoulés depuis son départ. Le montant me faisait tourner la tête, plus que ce que je pouvais me permettre, plus que ce que l'on pouvait attendre d'un gars qui venait de tout perdre. Elle a dit qu'Alissa n'avait aucun moyen de travailler en raison de la tension émotionnelle et physique. J'avais envie de rire, mais ça m'est resté en travers de la gorge. Aucun moyen de travailler. Je ne savais pas où elle était, ce qu'elle faisait, mais je savais une chose, elle n'était pas la victime ici. Le juge hocha la tête, griffonnant quelque chose, le visage illisible. Il m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. Je me suis levé, les jambes tremblantes et je me suis raclé la gorge. Votre honneur, j'ai dit d'une voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Je n'ai pas vu mon fils depuis le jour de sa naissance. Elle est partie sans me le dire. Je ne sais même pas où ils sont. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la vérité. Le juge m'a regardé un long moment, puis s'est tourné vers l'avocat. Nous planifierons un suivi, dit-il, et c'est tout, le tribunal est ajourné. Je suis sorti avec l'impression d'avoir été heurté par un camion. Alissa était déjà partie, son avocat derrière elle, leurs talons claquant sur le sol. Elle ne m'avait pas dit un mot, elle ne m'avait même pas regardé. Je me tenais dans le couloir, le dossier toujours dans les mains, me demandant ce que j'étais censé faire. Maintenant, mon téléphone a sonné, Priya me demandant si j'allais bien. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. La colère était là maintenant, chaude et vive. Mais ce n'était pas seulement de la colère. C'était la façon dont elle s'était assise là, si suffisante, si sûre d'obtenir ce qu'elle voulait, comme si je n'étais rien. Comme si ce qu'elle avait fait n'avait pas d'importance. J'ai pensé à notre fils, où qu'il soit, et mes mains se sont serrées sur le dossier. Je n'avais pas de plan, pas vraiment, mais je savais que je n'allais pas laisser ça s'arrêter là. Je retournerais à la maison, creuserais plus profondément, trouverais quelque chose, n'importe quoi qui pourrait montrer au juge qui elle était vraiment. L'audience était terminée, mais ce n'était pas loin. Je me suis dirigé vers la sortie, le palais de justice toujours en activité autour de moi, et je suis sorti à la lumière du jour, prêt à me battre pour la vérité, quoi qu'il en coûte. La salle d'audience semblait plus étroite aujourd'hui, comme si les murs se pressaient, ou peut-être était-ce simplement le poids de tout ce qui s'empilait. Je m'assis à ma table, au même endroit qu'avant, les mains jointes pour les empêcher de trembler. L'air sentait le café rassis et le cirage et un bourdonnement de chuchotements remplissaient la pièce. Des avocats, des greffiers, quelques inconnus au fond que je n'ai pas reconnus. Alissa était déjà là quand je suis entré, assise avec son avocat, son visage, un masque de confiance. Elle portait un blazer différent aujourd'hui, gris au lieu de noir, et ses cheveux étaient attachés comme si elle passait des heures à se préparer. Elle ne m'a pas regardé comme la dernière fois, mais je pouvais sentir l'énergie qui émanait de son air suffisant, comme si elle pensait qu'elle avait déjà gagné. Je gardais les yeux fixés sur le banc vide du juge, essayant de rester calme, mais mon pouls martelait mes oreilles. C'était l'audience de suivi, celle où les choses étaient censées se décider, et je n'avais toujours pas de quoi la combattre avec juste un dossier de papier, quelques relevés bancaires et un rapport de personnes disparues. Cela n'avait mené nulle part. Le juge Kerr entra, et tout le monde se leva, la pièce devenant silencieuse à l'exception du bruissement des papiers. Il s'installa sur sa chaise, le visage toujours aussi illisible, et fit signe à l'employé de commencer. L'avocate d'Alissa, Janelle Carvé, a été la première à lisser sa jupe avant de se lancer dans son discours. Elle a parlé des difficultés financières et du sacrifice maternel. Comme la dernière fois, mais maintenant elle avait une pile de documents pour étayer ses propos, des lettres d'un médecin dont je n'avais jamais entendu parler. Une sorte de compte de résultats qui montrait qu'Alissa n'avait rien. Tout était si raffiné, si répété, comme s'ils avaient passé des semaines à construire une histoire dans laquelle j'étais le méchant. J'ai écouté ma mâchoire serrée, attendant mon tour pour dire quelque chose. N'importe quoi, mais le juge a continué à écrire son épingle, en grattant plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Puis Alissa parla. Janelle lui a demandé d'expliquer sa situation et elle s'est levée, sa voix douce mais claire, comme si elle lisait un scénario. J'ai eu du mal, dit-elle, les yeux fixés quelque part au-dessus de la tête du juge. Je n'ai pas de travail en ce moment et je fais tout ce que je peux pour prendre soin de notre fils. Ça a été dur d'être seule sans soutien. Elle fit une pause, laissant les mots pendre, et je sentis mon estomac se tordre. Seule, pas de soutien. Elle était partie, avait emmené notre fils et ne m'avait laissé que des questions. Mais elle n'avait pas fini. Elle s'est légèrement retournée, sans me regarder, et a dit « Je n'ai pas de travail, donc je n'arrêterai pas de te dévorer ». Les mots tombèrent comme une gifle, vive et délibérée, puis la pièce explosa. Des rires, forts, soudains, venant de la rangée du fond, où étaient assis quelques-unes de ses amies. Il se couvrait la bouche, mais il était trop tard. Même Janelle Carvé se figea le visage, se contractant comme si elle voulait disparaître.
Le juge a frappé une fois fort avec son marteau et le bruit s'est arrêté. Mais l'air était différent. Maintenant, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, j'étais assis là, abasourdi, mes mains agrippant le bord de la table, m'arrachant à toi. Elle l'avait dit à voix haute, devant tout le monde, comme si c'était une blague, comme si le but était de m'humilier. Le rire avait disparu, mais il résonnait dans ma tête, se mêlant au souvenir de ce berceau vide, de la chambre d'hôpital, des semaines de silence. J'avais envie de me lever pour crier, pour dire au juge qu'elle mentait, qu'elle avait planifié ça, qu'elle s'en fichait de notre fils. Elle voulait juste me faire du mal, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté silencieux, ma respiration superficielle parce que Silu m'avait percé. Ne réagissez pas, ne leur donnez rien. Le juge regardait maintenant, ses yeux se déplaçant entre Alyssa et son avocat, qui lui murmurait quelque chose, la suppliant probablement de se taire. Alyssa s'assit, le visage rouge mais toujours provoquant, comme si elle ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. L'audience a continué, mais je l'ai à peine entendue. Janelle a essayé de se rétablir en parlant du contexte émotionnel et du stress, mais le juge n'écoutait plus aussi attentivement. Il a posé quelques questions sur la situation de vie d'Alyssa, sur l'endroit où vivait le bébé, et ses réponses étaient vagues, trop vagues. Je pouvais dire qu'il avait remarqué, car son épingle ne bougeait plus et il se penchait en arrière, les yeux plissés. Mon tour est venu et je me suis levé, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Votre honneur, dis-je, je ne sais pas où est mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis l'hôpital. Elle est partie sans me le dire et maintenant elle demande de l'argent, mais je ne sais même pas s'il est en sécurité. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête et pour la première fois j'avais l'impression que quelqu'un écoutait. Le juge a hoché la tête une seule fois et a dit que nous nous réunirions à nouveau dans une semaine. Un autre retard, un autre jour d'attente, mais cette fois, cela ne ressemblait pas à une perte. Je suis sorti de la salle d'audience, mon dossier sous le bras, les rires résonnant encore à mes oreilles. Alyssa et son avocat étaient partis avant que j'atteigne le couloir, probablement pour se regrouper et comprendre comment faire tourner ça. Je m'en fichais. Quelque chose avait changé là-dedans, quelque chose que je pourrais utiliser. Elle s'était montrée juste une seconde et je n'allais pas lâcher prise. Je suis rentré chez moi pour conduire un flou de lumière rouge et de pensées à moitié formées. Priyu attendait chez moi, comme toujours, son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Comment ça s'est passé? Elle a demandé, mais je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé tomber le dossier et j'ai commencé à parler des rires, de ce qu'Alyssa avait dit, de la façon dont le juge l'avait regardé. Priya a écouté, les yeux perçants, et quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et a dit « Elle creuse sa propre tombe. Il vous suffit de continuer à pousser. » Cette nuit-là, j'étais assis dans mon bureau, la maison sombre, à l'exception de la lueur de mon écran d'ordinateur. J'ai tout documenté, comme Silas me l'a dit, chaque appel à la police, chaque email que j'avais envoyé, chaque reçu que j'ai pu trouver. Ce n'était pas suffisant. Pas encore, mais c'était quelque chose. J'ai récupéré nos anciens relevés bancaires, ceux d'avant son départ, et j'ai commencé à les faire défiler. Il y avait des frais que je n'avais pas remarqués auparavant, des petits frais, des stations-service, des cafés, des endroits que je ne reconnaissais pas. Je les ai notés, mon épingle. J'avance plus vite maintenant, mon esprit s'emballe. Elle en avait été si sûre dans cette salle d'audience, si certaine que j'allais me retourner. Mais je n'étais plus ce type. J'étais le gars qu'il avait entendu rire, qu'il avait vu glisser, et j'allais m'assurer que tout le monde le voyait aussi. L'horloge sonnait après minuit, mais je n'arrêtais pas chaque détail, chaque instant. Elle pensait que j'avais tout raté, mais ce n'était pas le cas. Je regardais maintenant, et je n'allais pas cligner des yeux. La maison était trop calme ce soir. Le genre de calme qui se presse contre vos oreilles, jusqu'à ce que vous puissiez entendre votre propre battement de cœur. J'étais assis dans mon bureau, une petite pièce au fond de la maison, entouré de piles de papier et d'un écran d'ordinateur qui commençait à devenir flou après des heures passées à le regarder. La lampe de bureau projetait un cercle de lumière intense, donnant au reste de la pièce l'impression qu'elle cachait quelque chose. J'y étais depuis que je rentrais du palais de justice, les mots d'Alyssa résonnaient toujours dans ma tête. « T'échappant », avait-elle dit, et le rire qui avait suivi avait été plus profond que je ne voulais l'admettre. Mais je n'étais pas là pour m'apitoyer sur mon sort. J'étais ici pour trouver des réponses, pour reconstituer ce qu'elle avait fait tous ces mois. Car une chose était claire, elle n'était pas partie sur un coup de tête. Elle l'avait prévu et j'allais le prouver. Priya est arrivée vers 7 heures et est entrée avec le double de clés que je lui avais donné il y a des semaines. Elle a laissé tomber un sac de plats à emporter sur le comptoir de la cuisine et est venue directement au bureau, ses baskets grinçant sur le bois dur. « On dirait que tu n'as pas dormi depuis 1 an, » dit-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Je n'ai pas discuté, mes yeux étaient durs, mes épaules étaient douloureuses et la tasse de café à côté de moi était froide. Elle n'a pas attendu d'invitation,
Elle a juste pris une chaise et a commencé à feuilleter les papiers que j'avais étalés. Des relevés bancaires, des formulaires d'hôpital et même une contravention de stationnement que j'avais trouvée dans la boîte à gants de sa vieille voiture. « Qu'est-ce qu'on cherche ?» a-t-elle demandé, la voix aiguë, comme si elle était prête à se battre contre quelqu'un. Je lui ai parlé de la salle d'audience, de la suffisance d'Alissa, à propos de la façon dont elle avait ri, comme si tout cela n'était qu'un jeu. La mâchoire de PRI s'est serrée mais elle n'a rien dit, elle a simplement hoché la tête et a attrapé un surligneur. « Trouvons quelque chose dont elle ne peut pas rire. » A-t-elle dit, nous avons commencé avec les relevés bancaires, ceux du compte commun que nous avions partagés avant son départ. Je ne les avais pas regardés de près à l'époque. L'argent était son truc, ça l'avait toujours été. Elle paierait les factures, gérerait le budget et je lui avais fait confiance. Stupide peut-être, mais je n'y avais pas réfléchi à deux fois jusqu'à ce que Priya soit meilleure que moi dans ce domaine pendant ses années d'infirmière, ce qui la rendait douée pour repérer des schémas. Elle a souligné une série de retraits, petits, commençant 3 mois avant la naissance du bébé, $50 par-ci, 100 par-là. Toujours en espèces, toujours au distributeur automatique. Je n'ai pas reconnu. Ce n'est pas normal, a-t-elle dit en encerclant l'un d'entre eux depuis une station-service située à 2 villes de là. Qui a besoin d'argent aussi souvent? Je n'avais pas de réponse, mais c'était comme un fil, quelque chose sur lequel tirer. Puis il y a eu les aspects médicaux. Alissa avait déclaré au tribunal qu'elle était trop tendue émotionnellement pour travailler, mais j'ai trouvé un chèque de remboursement de son assurance daté d'1 mois avant son départ. C'était pour une visite chez le médecin. Je ne me souvenais pas d'un spécialiste dans un autre comté. J'ai appelé le bureau le lendemain en faisant semblant d'être confus au sujet d'une facture, mais ils ne m'ont pas dit grand-chose, juste que la visite était pour des soins de routine. Soins de routine, mon pied. Elle était en bonne santé, rayonnante, disant à tout le monde à quel point elle était excitée pour le bébé. Priya a creusé plus profondément, utilisant ses anciens contacts à l'hôpital pour tirer quelques ficelles. Rien de concret pour l'instant, mais elle a eu un nom, une clinique qui ne correspondait pas à celle où Alissa se rendait pour des examens. C'était un autre morceau, petit mais lourd. Silu a appelé plus tard dans la nuit, sa voix crépitant dans le téléphone comme s'il faisait les 100 pas dehors quelque part. Je lui avais envoyé des photos de ce que nous avions trouvé et il avait déjà 3 longueurs d'avance. C'est bien, dit-il, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'une histoire, pas seulement de reçus, de quelque chose qui les relie. Il m'a dit de continuer à creuser, de rechercher tout ce qui montrait une intention. Des emails, des SMS, même du courrier qu'elle aurait pu cacher. Elle joue en défense. Il a dit, vous devez passer à l'offensive. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais cela me restait comme un défi que je ne pouvais pas ignorer. Avant de raccrocher, il a ajouté, et ne la laissez pas entrer dans votre tête. Elle veut que vous soyez en colère. Les gens en colère font des erreurs. Je n'ai pas beaucoup dormi après ça. Le bureau est devenu mon monde, les journaux et l'écran, ma seule entreprise. Une fois que Priya est rentrée chez elle, j'ai commencé à vérifier d'autres choses. Son ancien ordinateur portable, celui qu'elle avait laissé dans le placard, était toujours connecté à notre compte cloud partagé. La plupart étaient des déchets, mais il y avait un dossier intitulé « Truc pour bébé » qui a attiré mon attention. À l'intérieur se trouvaient des documents numérisés, l'acte de naissance de notre fils, sa carte de sécurité sociale et même un bracelet d'hôpital. Mais l'adresse sur le certificat n'était pas la nôtre. C'était une boîte postale dans une ville dont je n'avais jamais entendu parler, à 2 états de là. Mes mains sont devenues froides alors que je le regardais. Elle l'a changé, l'a redirigé, comme si elle nous effaçait de sa vie. Je l'ai imprimé, je l'ai ajouté à la pile et j'ai continué. Le matin, j'avais un calendrier, des retraits brutaux mais réels, des visites chez le médecin, cette boîte postale. On commençait à avoir l'impression qu'elle avait construit une vie secrète bien avant l'hôpital. Priya est revenue avec du café et des bagels, ses yeux scrutant les nouveaux papiers que j'avais épinglés sur un tableau en liège. « Tu fais peur quand tu es concentré », dit-elle en riant à moitié, mais je pouvais dire qu'elle était impressionnée. Nous avons recoupé les dates, faisant correspondre les retraits aux endroits où elle était allée. L'une d'elles a dû payer un hôtel 2 semaines avant la naissance, dans une ville qu'elle n'avait jamais mentionné visiter. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Je pouvais le sentir maintenant, la vérité se rapprochant, comme une ombre se déplaçant dans la lumière. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mon prochain si, et j'ai regardé le tableau. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de garde. Il s'agissait de notre fils, de l'endroit où il se trouvait, de la raison pour laquelle elle avait fait ça. Chaque reçu, chaque rendez-vous, chaque mensonge, c'était un pas vers lui. Je ne savais pas ce que j'allais trouver ensuite, mais je savais que je ne m'arrêterais pas. Alissa pensait pouvoir en rire, mais j'abandonnerais. Elle avait tort. J'ai fermé l'ordinateur portable, pris une autre pile de papier et j'ai recommencé.
Le calme de la maison, non plus lourd mais vivant avec un but. Je construisais quelque chose maintenant, quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer, et le moment venu, je serais prêt à le montrer. Tout l'air de la maison était épais aujourd'hui, comme s'il retenait son souffle, attendant que quelque chose se brise. Je me suis assis à la table de la cuisine, la surface encombrée de papier et d'une tasse de café à moitié vide, regardant la lettre arrivée hier. C'était l'avocate d'Alissa, Janelle Carvé, toute nette et officielle, qui me proposait un règlement. Les mots étaient polis mais froids. Droit de visite pour notre fils, 2 fois par mois, surveillé, en échange d'une pension alimentaire mensuelle. Ça m'a fait tomber l'estomac. Ils avaient même utilisé des expressions comme traumatisme émotionnel et disparité économique pour justifier cela, comme si c'était moi qui avais quitté le groupe. Je n'avais pas beaucoup dormi depuis son arrivée. Je continuais simplement à le lire encore et encore, à la recherche d'un piège. C'était la veille de l'audience finale et ce fut leur dernière décision. Me faire pression pour que je signe, que je cède, que je laisse Alissa repartir avec tout. Mais je ne signais pas encore, jamais. Si je pouvais l'aider. Priya était venue plutôt faire les 100 pas dans la cuisine pendant que je lui lisais la lettre. Ils ont peur, avait-elle dit d'une voix aiguë, avec conviction. S'ils avaient mis cela sous clé, ils ne vous offriraient rien. Elle avait probablement raison, mais cela n'a pas facilité la décision. Les visites semblaient bonnes. 2 jours par mois avec mon fils, une chance de voir son visage, de savoir qu'il allait bien. Mais cela signifiait aussi accepter ses conditions, la laisser contrôler l'histoire, la laisser gagner. Je ne pouvais pas me débarrasser du souvenir d'elle au tribunal en train de rire, me traitant de sangsue, comme si tout cela n'était qu'un jeu pour elle. Chaque fois que je pensais à signer, je voyais ce berceau vide à l'hôpital, je ressentais ce silence. Quand je suis rentré à la maison, à rien. Non, je ne lui donnais pas ce qu'elle voulait, non sans me battre. Silu a appelé vers midi, sa voix calme mais urgente, comme s'il savait que j'étais chancelant. Ne signez rien, dit-il avant même que je puisse l'expliquer. Ils essaient de vous enfermer avant que vous ne montriez ce que vous avez. Ce que j'ai, c'était le problème. J'avais passé des semaines à fouiller les relevés bancaires, cette boîte postale, les frais d'hôtel, les fausses visites chez le médecin, mais ce n'était pas suffisant pour prouver quoi que ce soit d'important. Pourtant, Silu s'en fichait. Tu as plus que tu ne le penses, dit-il. Les juges n'aiment pas les surprises et vous êtes sur le point de les surprendre. Il m'a dit de tout apporter à l'audience, chaque morceau, chaque note, et de me taire jusqu'au bon moment. Tu n'es pas du genre à se coucher, a-t-il dit et il a raccroché avant que je puisse discuter. J'ai levé ma chaise, gratté le sol, et je suis entré dans mon bureau. Le tableau en liège accroché au mur était un désordre de papier et de notes autocollantes, ma chronologie des mouvements d'Alissa, épinglée comme une carte d'une scène de crime. J'en avais ajouté d'autres depuis hier soir. Un reçu d'un restaurant près de cet hôtel, une capture d'écran d'un email qu'elle avait envoyé à quelqu'un au sujet de ses nouveaux projets 1 mois avant son départ. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était quelque chose. J'ai sorti un dossier du bureau alors que je n'avais pas encore montré Priya ou Silas. À l'intérieur se trouvait une seule page, une copie d'un formulaire que j'avais trouvé sur son ancien ordinateur portable, enfoui dans un dossier qu'elle pensait probablement que je ne vérifierais jamais. Il s'agissait d'une demande de nouvelle adresse postale datée de la semaine précédant la naissance de notre fils. Pas la boîte postale, c'était séparé. C'était une véritable adresse, une maison dans un autre état répertorié sous son nom de jeune fille. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais c'était comme un secret qu'elle ne voulait pas que je découvre. J'ai mis le dossier dans mon sac, celui que je porterai au tribunal demain. C'était lourd maintenant, rempli de tout ce que j'avais rassemblé, mais cette page me semblait plus lourde que le reste. J'entendais encore la voix de Silu, ne joue pas en défense, passe en attaque. Il avait raison. J'ai réagi tout ce temps, en m'efforçant de suivre, mais demain était différent. Demain, ce serait moi qui aurais quelque chose à dire. Je me suis dirigé vers le salon, la maison toujours calme, et je me suis tenu devant la porte de la crèche. Je n'y étais pas beaucoup entré depuis son départ, je n'avais pas pu faire face au berceau, au tout nu, à l'espace vide où notre fils aurait dû se trouver. Mais ce soir, j'ai poussé la porte et je suis entré. La pièce sentait la poussière et les souvenirs, et pendant une seconde j'entendais presque son cri de cette première nuit, si petite mais si réelle. J'ai touché le berceau, mes doigts effleurant le bois, et j'ai fait une promesse, non pas à lui, ni à moi-même, mais à la vérité. J'allais le ramener à la maison. Le reste de la journée était flou. J'ai repassé ma chemise, ciré mes chaussures, revu mes notes une dernière fois. Priya m'a envoyé un texto pour me demander si j'avais besoin qu'elle vienne avec moi demain. Mais je lui ai dit non, c'était quelque chose que je devais faire seul. Elle n'a pas contesté, a juste renvoyé un coup de pouce et c'est « vous avez compris ». Je n'en étais pas si sûr, mais je voulais la croire. Le soir, j'étais de retour à la table de la cuisine, la lettre de règlement toujours là, se moquant de moi. Je l'ai ramassée,
Je l'ai relu, puis je l'ai plié et mis de côté. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. Il s'agissait d'Alissa pensant qu'elle pourrait m'effacer, pensant qu'elle pourrait prendre mon fils et me laisser avec rien d'autre qu'une facture. Elle avait tort. Je me suis couché tôt où j'ai essayé d'atteindre le plafond, je me suis regardé et mon esprit n'arrêtait pas de réfléchir. Demain, ce que je dirais, à quoi ressemblerait le juge, si Alissa rirait encore. J'ai pensé à ce dossier dans mon sac, à l'adresse que j'avais trouvée, à toutes les pièces que j'avais collectionnées. Ils n'étaient pas suffisants pour gagner, pas à eux seuls, mais ils étaient suffisants pour lancer quelque chose, suffisamment pour la faire transpirer. J'ai fermé les yeux, imaginant le visage de mon fils, la façon dont sa petite main s'était enroulée autour de mon doigt à l'hôpital. C'était pourquoi je faisais ça, pas par vengeance, pas par fierté, mais pour lui. Demain, j'entrerai dans cette salle d'audience et je ne serai pas le type qui s'est réveillé avec un berceau vide. Je serai le gars qui ripostait, qui s'accrochait à la vérité quand tout le reste avait disparu. L'horloge a passé minuit et j'ai finalement dérivé de mon sac près de la porte, ma promesse toujours brûlante, prête pour le matin où tout changerait. La salle d'audience sentait le même vieux bois, l'air vicié, un soupçon d'eau de Cologne devenu aigre. Mais c'était différent aujourd'hui, comme si l'air était plus lourd, attendant que quelque chose se brise. Je m'assis à ma table, les mains fermement sur le dossier devant moi, celui que j'avais emballé la nuit dernière avec tous les morceaux de papier qui, selon moi, pourraient avoir de l'importance. Ma cravate était droite, ma chemise repassée, mais à l'intérieur mon cœur battait si fort que je pensais que le bailli pourrait l'entendre. Alissa était déjà là, assise avec Janelle Carvé à leur table, le visage calme, presque ennuyé, comme si elle était sûre que ce n'était qu'une formalité. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois, pas même lorsque je suis entré et que je me suis assis. Son avocat feuilletait des papiers en murmurant quelque chose, et j'ai aperçu Alissa hochant la tête avec un petit sourire, tirant sur ses lèvres. Ce sourire, c'était le même que celui de la dernière audience, celui d'avant. Elle a ri et m'a traité de sansu. Cela me donnait la chair de poule, mais je gardais les yeux rivés sur le banc du juge en attendant le moment vers lequel je me dirigeais. Le juge Kerr est arrivé dans sa robe, bruissant alors qu'il s'installait sur sa chaise et la pièce est devenue silencieuse. Il avait l'air fatigué, ses yeux parcourant la salle d'audience comme s'il en avait déjà fini avec nous. L'employé lut le numéro du dossier et Janelle se leva la première, sa voix toujours aussi douce. Elle a commencé par la même histoire. La pauvre Alissa, une maman en difficulté abandonnée par un père peu impliqué qui refusait de prendre le relais. Elle a continué à se détacher émotionnelle, à déclarer « Je n'avais montré aucun effort pour trouver mon fils, aucune volonté de le soutenir. C'était un mensonge, chaque mot. Mais elle l'a vendu comme si c'était de l'évangile, des documents glissants à un juge pour prouver son point. Les déclarations bancaires supposaient que j'avais de l'argent pour se déchaîner. Pas sachez ce que je n'ai pas fait la tête du juge. J'ai besoin de soutien pour donner à notre bébé une bonne vie. » C'était presque parfait. Le juge écoutait, le greffier tapait et pendant une seconde, je pouvais voir pourquoi elle pensait qu'elle s'était gagnée. Elle s'assit, son avocat lui tapotait le bras, et la salle se sentait plus petite, comme les murs se fermaient. Mon tour était venu et je pouvais ressentir le poids de cela, lourde mais pas la finale. Plat, comme il ne s'attendait pas à des jambes et à avoir un honneur. S'avançant pour les remettre au greffier. Je suis resté, me tenant les mains sur mes côtés, le regardant pendant qu'il ouvrit et commença à se retourner. La chambre était calme maintenant, si calme que je pouvais entendre les pages tourner. J'avais passé des semaines à rassembler ce dossier. Les transferts bancaires de notre compte conjoint à celui que je n'ai pas reconnu, à partir des mois avant son départ, des reçus d'un hôtel. Elle ne m'avait jamais parlé de cette adresse de pause sur le certificat de naissance de notre fils, déposé à mon insu. Il y avait plus d'horodatage d'une caméra de station-service près de cet hôtel montrant sa voiture la semaine avant sa disparition. Un affidavit d'une femme qui travaillait dans une garderie disant qu'elle avait vu Alissa déposer notre fils chez son cousin une semaine après l'hôpital, puis quitter la ville pendant des jours. Je l'avais trouvé grâce au contact de Priya. Un tir long qui a porté ses fruits. Et puis il y avait l'email, celui que j'avais tiré de son ancien ordinateur portable, où elle avait décrit à quelqu'un à propos de la recrue et de la vedette de ne pas suivre. Ce n'était pas une confession, mais c'était assez proche. Le visage du juge n'a pas beaucoup changé, mais ses sourcils ont continué à grimper à la page après la page. Janelle Carvé était debout en disant maintenant quelque chose sur des documents non vérifiés, une procédure incorrecte, mais sa voix était tremblante, comme si elle n'avait pas vu cela venir. Alissa ne souriait plus. Elle regardait la table, ses mains se serrant si serrées. Ses phalanges étaient blanches. Je ne l'ai pas regardée pendant longtemps, je n'en ai pas besoin. Le juge leva une main, coupant Janelle et continua de lire. « Ce sont intéressants. » dit-il finalement, sa voix basse, comme s'il se parlait à lui-même. Il a posé le dossier et m'a regardé. « Vous dites l'intention de l'émission de tromper. » J'ai hoché la tête.
Oui, votre honneur, elle n'est pas juste partie, elle l'a prévu et elle mentait sur où se trouve notre fils. C'était la vérité, claire et simple, et le dire à haute voix avait l'impression de laisser aller quelque chose que j'ai porté trop longtemps. Le juge se pencha les yeux, passant au conseiller de table d'Alissa. Il a dit à Janelle, « Avez-vous une réponse à cela ?» Elle balança, demandant du temps pour réviser, affirmant que les documents devaient être vérifiés. Mais le juge ne l'avait pas. « Vous avez eu des semaines pour présenter votre cas. » Il a dit, « Je vais les prendre en compte. Nous nous réunissons demain. » Il a frappé son gavle, et juste comme ça pour le moment. Je me tenais là mes jambes, alors que la pièce commençait à vider. Alissa chuchotait à son avocat, le visage pâle, mais je ne me suis pas tenu à regarder. Comme si fait quelque chose de réel. Le visage de a changé, voyant le juge écouter. L'audience devait reprendre là où nous nous étions arrêtés, et je pouvais sentir le battement des tensions comme une tempête qui attend de casser. Mon sac était plus léger maintenant, juste un bloc-notes et quelques exemplaires de ce que j'avais déjà donné au juge. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce que j'avais commencé hier était là-bas maintenant, et il n'y avait pas de reprendre. Je ne voulais pas. Pour la première fois depuis des mois, je ne réagissais pas, je poussais en avant et ça faisait du bien, même si cela me faisait peur à moitié à mort. Le bef nous a appelés, et j'ai pris mon siège. La même chaise dure à la même table rayée. Alissa était là, l'air plus petite, ses yeux se fixent en quelque sorte sur ses mains. Pas de sourire aujourd'hui, pas de chuchotement, avec son avocat. Janelle Carvé était assise à côté d'elle, feuilletant un liant, le visage serré, comme si elle était debout toute la nuit. La rangée arrière était plus vide, aucun ami riant. Cette fois, le juge est entré, et nous nous tenions tous la pièce à nous installer dans ce silence lourd qui avant quelque chose. Le grand juge Kerr n'a pas perdu de temps. Il a ouvert mon dossier, toujours sur son banc, d'hier et a commencé à parler. Nous avons ici de sérieuses allégations, il a dit sa voix, des documents lents et délibérés suggérant une préméditation, une éventuelle fausse représentation des circonstances. J'aimerais entendre les deux côtés. Janelle était en premier et elle est sortie se balançant, mais ce n'était pas comme auparavant. Sa voix était nette, presque désespérée, disant « Mes documents n'étaient pas fondés et présentés sans contexte. » Elle a appelé la routine des transferts de la banque, la boîte de pot, une erreur de bureau, l'affidavit de la garderie, le oui-dire. Mais le juge ne hochait pas la tête comme il avait fait lors de la dernière audience. Il la regardait encore, son épingle, et quand elle a essayé de revenir aux difficultés d'Alissa, il l'a coupée. « Nous y arriverons, a-t-il dit. Je suis plus intéressé par ces écarts. Divergence. Le mot a atterri comme une pierre et j'ai vu Alissa se déplacer dans son siège, ses mains se tordant ensemble. J'ai gardé mon visage immobile, mais à l'intérieur, je retenais mon souffle. Ensuite, cela a empiré pour elle. Le juge a appelé à une récréation seulement 10 minutes et quand nous sommes revenus, il y avait quelqu'un de nouveau dans la pièce, une femme en costume ordinaire debout près du bureau du greffier. Le juge l'a présentée comme Eva Reinhardt des services de protection de l'enfance. Mon estomac s'est tordu, je ne sais pas si c'était bon ou mauvais, mais Silas m'avait averti que CPS pourrait s'impliquer si les choses devenaient en désordre. Eva s'est avancée en tenant un fichier mince et a commencé à parler. Elle a dit qu'ils avaient fait une enquête préliminaire basée sur mon affidavit sur la garderie. Ce qu'elle a dit ensuite a frappé comme un coup de poing. Notre fils n'était pas avec Alissa depuis la 2e semaine après avoir quitté l'hôpital. Il était resté avec le cousin d'Alissa dans une maison à 2 heures, dans des circonstances peu claires. La cousine avait dit à CPS qu'elle pensait qu'Alissa prenait une pause et serait bientôt de retour. J'ai regardé la table, mes mains se serrant, essayant de la traiter. Mon fils, mon garçon, est parti avec quelqu'un d'autre tandis qu'Alissa a joué une victime au tribunal. Le juge a demandé à Eva si Alissa avait récemment été en contact avec le cousin. Pas selon nos dossiers, a-t-elle déclaré. Le dernier appel était il y a plus d'1 mois. La pièce avait l'impression que s'était inclinée. J'ai jeté un coup d'œil à Alissa et elle était gelée, son visage pâle, les yeux écarquillés, comme si elle avait été prise dans un piège qu'elle ne voyait pas venir. Janelle a essayé de sauter, disant que c'était de nouvelles informations et qu'ils avaient besoin de temps pour répondre, mais le juge ne l'avait pas. « Tu as eu le temps », a-t-il dit, sa voix plus dure. Maintenant, il se tourna vers moi me demandant si j'avais quelque chose à ajouter. Je me suis tenu à sec et j'ai dit « Je veux juste savoir où est mon fils, votre honneur. » Je ne savais rien de tout cela jusqu'à présent. C'était la vérité, et ça est sorti plus silencieux que je ne le pensais, mais c'était assez. Puis Silas m'a envoyé un texto. Il attendait à l'extérieur en gardant des onglets par le biais d'un ami dans le bureau du greffier. « Vérifiez le 20 mots », a-t-il écrit. J'avais presque oublié ça. La semaine dernière, Priya avait trouvé un compte public 20 mots lié à Alissa, alors qu'elle ne s'était pas cachée. Eh bien,
Il y avait des paiements, petits mais réguliers, à un gars nommé Darien Locke des centaines de dollars au cours des derniers mois, étiquetés des choses comme le dîner ou le gaz. J'ai imprimé les transactions juste dans le cas, et ils étaient dans mon sac. Je ne savais pas qui a demandé à moi, mais Silas avait un buste, il n'était pas juste un ami. Maintenant, je vais avoir besoin de réponses. Il voulait que CPS vérifie le rapport d'Eva d'ici demain. Je suis sorti de ma tête, faisant tourner le couloir plus lumineux qu'il n'aurait dû l'être. Silly s'attendait par les distributeurs automatiques, sa barbe plus frauduleuse que d'habitude, un sourire sur son visage. « Vous l'avez fait », a-t-il dit, applaudissant mon épaule. « Vous l'avez craquée grande ouverte. » Je n'avais pas envie de célébrer. Mon fils était avec un cousin que je n'avais jamais rencontré et Alyssa avait menti sur tout. Où elle était, ce qu'elle faisait, avec qui elle était. Je ne connaissais pas Darien Locke, mais je commençais à penser qu'il était la raison pour laquelle elle était partie, la raison pour laquelle elle avait pris mon garçon et essayé de me saigner. Je suis rentré seul à la maison, à la radio, à mes courses d'esprit. La maison était calme quand j'y suis arrivé, mais elle ne se sentait plus vide. Je suis allé à mon bureau, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher Darien Locke, les médias sociaux, les archives publiques, tout ce que je pouvais trouver. Il n'y avait pas grand-chose, juste une photo floue sur la page d'un ami, un gars avec un sourire narquois trop près d'Alyssa à ce qui ressemblait à un bar. Ce n'était pas une preuve, mais c'était quelque chose, et j'avais fini de laisser ces secrets rester enterrés. Demain, le juge entendait plus et je serais là, prêt à pousser plus fort, prêt à ramener mon fils à la maison où il appartenait. La salle d'audience était plus silencieuse que d'habitude, comme tout le monde savait que quelque chose de grand allait arriver. Je me suis assis à ma table, mes mains reposant sur un seul bloc-notes, mon sac vide, maintenant que le juge avait tous mes documents. Hier, avait secoué les choses, Eva de CPS, ses paiements de 20 mots, le visage d'Alyssa lorsqu'elle a réalisé que son histoire se dérangeait. Je n'avais pas beaucoup dormi, je me suis allongé dans mon lit en pensant à mon fils, coincé avec un cousin, je ne savais pas, tandis qu'Alyssa jouait à ses jeux. Aujourd'hui était une session d'urgence appelée tard hier soir, après que CPS a demandé un examen immédiat de la garde. Le mot urgence a continué à cliquer. Dans ma tête, à moitié espoir, à moitié effrayant. Mais j'étais ici prêt à voir cela, quoi que cela signifiait. La pièce se remplit lentement, moins de personnes à l'arrière, aucun signe des amis d'Alyssa. Elle était déjà à sa table lorsque je suis descendu dans sa tête baissée. Son avocat feuilletant des papiers comme elle cherchait un miracle. Janelle Carvé avait l'air fatiguée, son costume un peu ridé, comme si elle avait été aussi tard que moi. Alyssa ne parlait pas, ne bougeait pas, juste regardait la table comme si cela pourrait la sauver. Je ne l'ai pas regardé longtemps. Je me concentrais sur le banc du juge, sur ce qui se passerait quand il est entré. Je pouvais toujours entendre la voix de Siyu de la nuit dernière par téléphone. Restez calme, mais ne reculez pas. Vous l'avez sur les cordes. Je n'étais pas sûr de l'avoir cru, mais je voulais pour mon fils. Je devais juger. Kerr est venu dans son visage plus sombre qu'auparavant, et nous avons tous tenu à l'air avec anticipation. Il n'a pas pris la peine de formalité, a simplement hoché la tête au greffier et a dit « Commençons ». Eva Reinhardt était de retour, debout près de l'avant avec un fichier plus épais. Cette fois, le juge l'a appelée en avant et elle a commencé à parler, sa voix stable mais lourde. CPS avait visité la maison du cousin hier. Elle a déclaré « Mon fils était là en toute sécurité, mais la situation n'était pas bonne. » La cousine, une femme nommée Tara, n'avait pas de paperasse légale, aucune autorisation de le garder à long terme. Elle a dit à CPS qu'elle pensait qu'Alyssa était de trouver des choses et de revenir finalement. Finalement, le mot brûlait dans ma poitrine. Mon garçon était parti comme des bagages pendant que Alyssa était ici mensonge de la balle consacrée. Bientôt, mais le dernier avait des semaines. Nous avons des inquiétudes concernant le fitness parental, a-t-elle déclaré. Et j'ai senti la pièce se déplacer, comme si le sol se déplaçait sous les pieds d'Alyssa. Janelle a sauté au haut de sa voix, disant que c'était prématuré et injuste, exigeant une chance de répondre. Mais le juge a levé la main la faisant taire. Vous aurez votre tour, a-t-il dit, et vous êtes retourné à Eva. Quel est le statut actuel de l'enfant? Eva a dit qu'il était toujours avec Terrara pour l'instant, mais CPS recommandait un placement temporaire avec un membre de la famille qui pouvait assurer la stabilité, ce qui signifie moi, si je le volais, le mot m'a presque fait rire. Je veux dire depuis le jour de sa naissance, depuis le moment où j'ai vu son petit visage à l'hôpital. Je me suis tenu lorsque le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, ma voix stable, malgré le nœud dans ma gorge, votre honneur, j'ai dit que je ne savais pas où était mon fils jusqu'à hier. J'essaie de le trouver depuis son départ. Je suis prêt à le ramener à la maison pour lui donner ce dont il a besoin. Ce n'était pas un discours, juste la vérité, mais j'avais l'impression qu'elle a atterri. Le juge hocha la tête, griffonnant quelque chose, puis regarda la table d'Alyssa.
Conseiller, a-t-il dit. Janelle a essayé de pivoter, affirmant qu'Alyssa avait été extrêmement stressée et avait pris des dispositions pour les soins de notre fils. Mais le juge n'y croyait pas. Il a commencé à poser des questions difficiles. Où vivait Alyssa? Pourquoi n'avait-elle pas contacté CPS? Qu'en est-il des paiements 20 mots à Darien Locke? Janelle a trébuché, affirmant que les paiements étaient personnels et non pertinents. Mais le juge se pencha en avant, sa voix tranchante. Ils sont pertinents si elle revendique la pauvreté tout en envoyant de l'argent ailleurs, a-t-il déclaré. La tête d'Alyssa se glissa, les yeux écarquillés et pour la première fois, elle avait l'air effrayée, vraiment effrayée. Je ne me sentais pas désolé pour elle, je ne pouvais pas. Après tout, le juge a de nouveau traversé mon dossier, celui que je lui ai donné hier. Il a sorti le formulaire POBOX, celui lié au certificat de naissance de notre fils et l'a tenu. Cela a été déposé à l'insu du père, a-t-il dit. Pouvez-vous expliquer cela? Janelle a essayé d'appeler cela une erreur, mais le juge a continué, soulignant les transferts de la banque, les reçus de l'hôtel, le courrier électronique sur les recommandations de frais. Ceci suggère un plan, a-t-il dit, et non un qui priorise l'enfant. La chambre était morte silencieuse. Maintenant, chaque mot comme un marteau. Les mains d'Alyssa tremblaient et le classeur de Janelle est resté fermé. Elle n'avait plus rien à jeter à cela. Puis vint le grand moment. Le juge a déclaré qu'il suspendait la réclamation de garde d'Alyssa avec effet immédiatement, épinglant une enquête complète du CPS. Il a ordonné un audit de ses finances et un examen de tous les documents qu'elle avait soumis, disant qu'il y avait de sérieuses inquiétudes concernant leur légitimité. Mon cœur battait la course, mais je gardais mon visage immobile, mes mains à plat sur la table. Le juge m'a regardé, ses yeux plus doux qu'auparavant. Monsieur Rowan, a-t-il déclaré que CPS travaillera avec vous pour organiser la garde temporaire, en supposant leur vérification d'évaluation? Êtes-vous prêt à cela? J'ai hoché la tête, ma voix est presque en train de se briser. Oui, ton honneur, je suis prêt. Il a frappé son gavel, appelant la session fermée et la pièce a commencé à se vider. Mais je me suis assis là à le laisser couler. Alyssa n'a pas bougé au début, son avocat chuchotant de toute urgence, mais je m'en fichais. Je suis resté en train de saisir mon bloc-notes et j'ai sorti le couloir en se sentant plus brillant que jamais. Eva m'a attrapé à l'extérieur, me tendant une carte avec son numéro. Nous devons faire une visite à domicile, a-t-elle dit, mais ça a l'air bien. Je l'ai remercié, ma voix silencieuse, et je me suis dirigé vers le parking. Silas attendait par ma voiture, son sourire, plus large qu'hier, vous a dit, a-t-il dit, mais je n'avais pas encore de mots pour cela. Mon fils n'était pas à la maison, pas tout à fait, mais il était plus proche qu'il ne l'avait été depuis cette chambre d'hôpital. Je suis retourné sur la route, broyant le passé, en pensant à la pépinière, sur le berceau que je nettoierais ce soir. Les mensonges d'Alyssa s'effondraient, et j'étais celui qui se tenait prêt à ramasser les pièces pour mon garçon. La salle d'audience s'était emballée aujourd'hui plus qu'auparavant, comme un mot s'était répandu que quelque chose de grand descendait. Je me suis assis à ma table, mes mains stables mais ma poitrine serrée, le sachant. Était-ce la dernière audience, celle où le juge déciderait de tout? L'air sentait la poussière et la tension, et le bourdonnement de chuchotement de la rangée arrière semblait statique dans mes oreilles. Alyssa était là assise avec Janelle Carvé, mais elle avait l'air différente maintenant. Plus petite, son visage pâle, ses yeux se dardant comme si elle attendait. Qu'un piège à ressort. Le classeur de son avocat était ouvert, mais ce n'était pas la pile confiante de papier qu'il était. Je ne l'ai pas regardé longtemps. Je me concentre sur le banc du juge, au moment où je me battais depuis que ce berceau vide m'a regardé il y a des mois. Le juge Kerr est entré dans ses robes, lourd de but, et la pièce se tenait puis s'installa dans le silence. Il ne s'est pas soucié de préambule, a juste ouvert un fichier plus épais que mon dossier maintenant, probablement rempli de rapports CPS et de tout ce qu'il avait examiné. Nous sommes ici pour résoudre la garde et soutenir les questions, a-t-il dit, sa voix portant ce poids que je vais reconnaître. J'ai examiné toutes les soumissions, y compris de nouvelles informations provenant des services de protection de l'enfance et des audits financiers. Mon estomac se resserra, mais j'ai gardé mon visage immobile, mes mains à plat sur la table. C'était le moment, celui que j'avais tout versé, chaque nuit, chaque reçu, chaque appel à Silis et Priya. Tout était en tête ici. Le juge a commencé avec CPS. Eva Reinhardt n'était pas dans la pièce, mais son rapport était, et il l'a résumé. Mon fils était avec le cousin d'Alyssa, Tara, depuis peu de temps après l'hôpital, sans preuve qu'Alyssa avait été impliquée dans sa garde. Tara n'avait aucune autorité légale, pas de paperasse et la maison n'a même pas été installée pour un bébé. Pas de berceau, pas de formule, juste une configuration de fortune dans une chambre d'amis. CPS avait interviewé des voisins qui ont dit qu'Alyssa n'avait pas été vue depuis des semaines. La voix du juge est restée même, mais ses paroles étaient nettes, coupant dans la pièce comme une lame.
Cela soulève de sérieuses préoccupations concernant la forme physique des parents, a-t-il dit, jetant un coup d'œil à la table d'Alyssa. Janelle s'est tenue en essayant d'interrompre, disant quelque chose sur les arrangements temporaires et les malentendus, mais le juge leva la main. Tu auras ton tour, dit-il, et elle s'assit sur le visage. Puis vint les finances. Le juge a organisé un rapport de l'auditeur du tribunal, quelqu'un que je n'ai jamais rencontré mais qui avait clairement été occupé. Les dossiers bancaires d'Alyssa, ceux que je n'avais même pas vus, ont montré des dépôts réguliers d'une source inconnue canalisés via ce compte 20 mots. J'avais trouvé celui lié à Darien Locash. Le juge n'a pas dit son nom, mais il n'avait pas à le faire. Ces transactions contredisent les allégations de difficultés financières, a-t-il dit, les yeux sur Alyssa. Maintenant, l'argent était disponible, mais aucun ne semble avoir été utilisé pour les soins de l'enfant. Je pouvais entendre Janelle chuchoter à Alyssa, urgente et basse, mais Alyssa n'a pas répondu, regarda juste la table, ses mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Le juge a déménagé dans mon dossier, ensuite celui que j'avais remis il y a des jours. Il innumerales pieces, bank transfers, the postbox, the hotel receipts, that email about the marriage fresh. Ceci suggère un effort délibéré pour cacher les intentions, a-t-il dit, et pour déformer les circonstances à cette cour. Délibéré, le mot suspendu dans les airs. Lourd et final. Janelle a essayé à nouveau de se tenir debout pour dire que les documents n'étaient pas vérifiés et que mes motivations étaient vindicatives. Mais le juge l'a coupé. Les preuves parlent d'elles-mêmes, a-t-il dit, et pour la première fois j'ai vu Alyssa tressaillir comme si elle avait été frappée. Je ne ressentais pas de triomphe, pas exactement un soulagement silencieux que quelqu'un d'autre voyait enfin la vérité. Puis il est arrivé à la décision. Mon cœur battait, mais je gardais immobile sur le juge. En ce qui concerne la garde, il a dit que j'accorde la garde physique complète au père. Épingle finale, approbation CPS, garde complète. Les mots frappent comme une vague, me lavant et pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Il a continué. La garde légale serait partagée pour l'instant, mais l'accès d'Alyssa ne serait restreint, supervisé que jusqu'à ce qu'elle termine une évaluation ordonnée par le tribunal, psychologique et financière, a-t-il dit, pour déterminer sa capacité et son intention. J'ai entendu un halètement de sa table, mais je n'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Mon fils rentrait à la maison. C'était tout ce qui comptait. Le juge a ensuite déménagé à la pension alimentaire pour enfants. La demande de soutien est refusée, a-t-il dit, sa société vocale. Aucune preuve crédible ne soutient la demande de besoin et les questions de subsister sur la conduite financière de la mère refusée. Un autre poids levé, non pas à cause de l'argent, mais parce que cela signifiait que ces mensonges n'avaient pas fonctionné. Le juge a ajouté une chose de plus. Alyssa devait couvrir les frais de justice et tout dossier futur nécessiterait une préapprobation pour empêcher les réclamations frivoles. C'était un avertissement, clair comme le jour, et la pièce l'a ressenti. Il a clôturé son dossier, a regardé les deux tables et a déclaré « Cette cour s'attend à l'honnêteté. Lorsque cela est absent, des conséquences suivent. » Puis il a frappé son gavel et c'était fini. La pièce a éclaté, pas bruyante, mais une ondulation de mouvement, des chuchotements, des chaises grattant. Alyssa s'est cassé ses épaules, secouant sa voix, un sanglot bas alors qu'elle se penchait sur Janelle. « S'il vous plaît, dit-elle, assez fort pour que je puisse entendre. J'ai juste besoin d'une autre chance. » Le juge était déjà prêt à partir, mais il s'arrêta en la regardant. « Vous avez eu des chances, a-t-il dit, puis je suis sorti. » La rangée arrière était silencieuse maintenant. Pas de rire, pas de sourire narquois. D'importance, ces mensonges n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était lui, et il était à moi maintenant, légalement. Enfin, j'ai fermé la porte, prêt à nettoyer, à me préparer à faire de cette maison une maison à nouveau. La lumière du matin a glissé par la fenêtre de la cuisine, douce et chaude, peignant le comptoir dans des tons d'or. Je n'avais pas remarqué depuis des mois. Je me tenais au poêle en retournant les crêpes, l'odeur de beurre et de pâte remplissant l'air. L'appartement était nouveau, plus petit que l'ancienne maison, mais il semblait bien, propre, ouvert la mienne. Dans la pièce voisine, mon fils dormait son minuscule souffle, stable à travers le moniteur de bébé sur le comptoir. Je l'ai vérifié 2 fois déjà juste pour être sûr qu'il était là, sa petite poitrine se levant et tombant dans le berceau que j'avais installé hier soir. C'était son premier matin ici, sa première vraie journée, et je bougeais lentement, laissant chaque instant s'enfoncer. Le monde à l'extérieur pouvait attendre. En ce moment, c'était juste nous, et c'était suffisant. La décision du tribunal d'hier a toujours fait écho dans ma tête. Un soutien complet à la garde refusée, les mensonges d'Alyssa sont mis à nu pour que tout le monde puisse le voir. Je ne me suis pas laissé célébrer alors, pas vraiment. Il y avait eu trop à faire, signer des papiers, rencontrer Eva de CPS,
préparer l'appartement pour la visite à domicile. Mais maintenant, avec le bourdonnement calme de la matinée autour de moi, je pouvais le sentir, un soulagement, profond et lourd, comme un nœud, en fin d'effet. Je n'étais pas le gars qui s'était réveillé dans une chambre d'hôpital vide, n'était pas le gars qui s'était tenu dans une pépinière silencieuse, se demandant où se trouvait son enfant. J'étais père, le père de mon fils, et il était là, en sécurité où il appartenait. Les crêpes grésillaient et je les ai glissées dans une assiette, non pas parce que j'avais faim mais parce que c'était normal, comme quelque chose qu'un papa ferait. Le déménagement à cet endroit s'était produit rapidement. Après la décision du juge, j'avais réalisé que la vieille maison n'était plus à la maison. Trop de fantômes, trop de souvenirs de la trahison d'Alissa. J'avais trouvé cet appartement il y a une semaine, une chambre de 2 chambres avec de grandes fenêtres et un parc à proximité. Ce n'était pas fantaisiste, mais c'était suffisant pour nous. Assez pour recommencer. J'avais passé la nuit dernière à déballer, à installer le berceau, à suspendre un mobile avec de petites étoiles qui tournaient quand je les tapotais. Priya était venue aider, apportant un sac de vêtements pour bébé et une bouteille de vin. Nous n'avons pas ouvert. « Tu vas bien ?» a-t-elle dit sa voix, douce mais bien sûre, et je l'ai cru. Silas avait également envoyé un texto, juste un rapide « fier de toi, mec ». Cela a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Ils étaient tous les deux là à chaque étape, mais cette partie, les matins tranquilles, les trucs quotidiens qui étaient sur moi. Maintenant, j'ai éteint le poêle et jeté un coup d'œil au moniteur, dormant toujours. Je l'ai nommé Caleb, de retour à l'hôpital, avant que tout ne s'effondre. Alissa ne s'était pas disputée, hocha juste la tête comme si cela n'avait pas d'importance. Maintenant, dire que son nom dans ma tête avait envie de le réclamer à nouveau. Caleb, mon garçon. Je me dirigeais vers sa chambre, relâchant la porte et me tenais là à le regarder. Il était si petit, ses mains se recroquevillaient dans les poings, son visage, paisible d'une manière qui me faisait mal à la poitrine. J'avais tellement raté ces premières semaines, ces premiers sons. Mais j'étais ici maintenant et je n'allais nulle part. J'ai fermé la porte doucement et je suis retourné à la cuisine, les crêpes froides, mais en attendant, comme une promesse de plus de matins comme celui-ci. Le silence n'était plus lourd. Il était de retour dans la vieille maison, lorsque chaque ruisseau se sentait comme un rappel de ce que j'avais perdu. Maintenant, c'était calme, plein de possibilités. Je me suis assis à la table, un petit que j'ai acheté d'occasion, et j'ai sorti mon téléphone. Il y avait des messages. Priya demandant comment s'est passée la première nuit, mon patron vérifiant si j'avais besoin de plus de temps libre. J'avais pris quelques jours pour m'installer, mais le travail attendait et j'étais prêt à y revenir. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais construire quelque chose de stable pour Caleb, quelque chose sur lequel il pouvait compter. J'ai tapé des réponses rapides, puis j'ai posé le téléphone, en laissant le silence enveloppant autour de moi. J'ai pensé à Alissa juste une seconde. Pas la version de la salle d'audience, toutes les larmes et les excuses. Mais la femme que j'avais épousée, celle qui a ri de mes mauvaises blagues et a planifié une crèche avec moi, cette personne était partie, peut-être jamais réelle, et elle ne me manquait plus. Le juge avait ordonné des évaluations, financières, psychologiques, avant qu'elle ne puisse même penser à revoir Caleb, une partie de moi se demandait si elle essaierait, si elle se battait, pour revenir dans sa vie. Mais je ne l'ai pas laissé s'attarder. Elle avait fait ses choix, Darian Locke, les mensonges, la boîte peau, tout cela, et j'avais fait le mien. Le mien était là dans cet appartement avec un enfant qui avait besoin de moi plus que jamais.